Célèbre pour ses tueurs masqués, ses victimes dénudées et ses meurtres baroques, le giallo émerge en Italie dans le courant des années 60 et prolifère à la faveur de la décennie suivante. Son succès est tel qu'il parvient à sortir des frontières italiennes et à se faire une place dans les cinémas outre-Atlantique où il deviendra l'une des influences majeures du slasher. Dans l'histoire du cinéma, le giallo a offert un kaléidoscope d'images iconiques. Mais pour saisir les soubassements du giallo, ce qui le meut, il faut aller au-delà des apparences de ces images. Alice Laguarda le dit, le giallo refuse toute approche didactique et politique au profit d'images qui usent de fonctions allégoriques, horrifiques et poétiques. Ces images, il faut donc les déplier. Et une fois qu'elles le sont, elles révèlent en creux les peurs, les tensions et les contradictions qui animent l'Italie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, qu'est-ce que le giallo? Toute tentative de définition du giallo commence invariablement par expliquer que giallo signifie jaune en italien, en référence à la couleur des couvertures des romans policiers édités par Mondadori. Le film considéré comme fondateur du giallo, La fille qui en savait trop, met d'ailleurs en scène dans son incipit ses origines littéraires à travers une mise en abîme. Gradisce una sigaretta? Grazie, ne ho anch'io. Pour tenter de définir ce qu'est le giallo, on pourrait établir une liste de certains motifs qui tendent à se répéter d'un film à l'autre. Le tueur masqué, l'arme blanche, les meurtres, l'érotisme, le whodunit, c'est-à-dire qui l'a fait, qui est l'assassin, le traumatisme, et bien d'autres encore. Mais quelque part, une telle liste a quelque chose de vain, tant le spectre de gialli, giallo au pluriel, est large. Le giallo résiste à toute tentative de définition. Et peut-être que pour mieux le saisir, il faut d'abord revenir sur ce qu'il est exactement, non pas un genre, mais un filone. Dès 1947, après des années de retrait sous l'ère fasciste, le cinéma états-unien inonde les salles italiennes. È pazza a seguire. Sono stata pazza allora ad aiutarla. Sono stata pazza ad accoglierlo qui. Pour contrer cette invasion, l'Italie finit par riposter en appliquant des mesures protectionnistes qui viennent favoriser la production nationale ainsi que la production de films états-uniens sur le sol italien. Hollywood s'exporte à Cinecittà. Mais tout en assurant le développement de productions nationales, l'industrie cinématographique italienne doit composer avec l'attrait populaire d'un cinéma états-unien alors hégémonique. En conséquence, émergent et pendant plus de 20 ans des filoni, c'est-à-dire des cycles de films en réponse au cinéma états-unien. Ces filoni, explique Austin Fisher, naissent et répondent en même temps d'une tension entre une émulation avec les États-Unis et une résistance d'autre part. C'est pourquoi Alexia Canas utilise la métaphore du kaléidoscope pour décrire la nature des filoni comme le giallo. Selon elle, le filone comporte la même mécanique. Il est en perpétuel changement au gré des modes et des tendances. L'intérêt donc de ce terme, filone, est qu'il offre une certaine souplesse à la catégorisation, contrairement au terme plus rigide de genre.
comme l'explique Alexia Canas dans le cas du giallo. Ce que permet la conceptualisation du giallo en tant que filone, c'est la flexibilité de considérer un large éventail de films enclins à s'écarter constamment de toute norme générique, établie comme faisant néanmoins partie du même groupe discursif. Mais alors, qu'est-ce qui relie ces films qui ont parfois peu à voir entre eux? Les motifs ont leur importance, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin et voir comment ces motifs articulent du sens et surtout, quel sens produit leur articulation. Et si l'on regarde entre les lignes, les gialli produisent une ambivalence envers la modernité. Entre 1958 et 1963, l'industrialisation et le développement du secteur tertiaire permettent à l'Italie de connaître une croissance économique sans précédent qui la hisse parmi les nations les plus développées au monde. Son taux de croissance annuel est d'environ 5,8% par an entre 1951 et 1963. C'est le miracle économique. L'Italie est entrée dans l'ère de la modernité et jouit désormais de la Dolce Vita. Mais cette modernisation a été rapide, peut-être trop rapide. En effet, le miracle économique a transformé en profondeur la société italienne, entraînant avec lui son lot de tensions, de contradictions et d'inégalités dont le cinéma se fait alors l'écho. Sortie au point culminant du processus de modernisation de l'Italie, la Dolce Vita de Federico Fellini décrit une société moderne en pleine décadence, au bord de l'effondrement. Perché? Chi voleva ringraziare? Tu bella cicciona, contadina, montanara. Sei dalle mie parti, scommetto tu. Lei di dove? Vieni, facciamoli vedere a questa massa di impotenti. Vai giù così. Come sei forte, eh? Yepa! Sei venuta a Roma per cercare fortuna, eh? Invece sono tanto sfortunata. Sapesse come sono fortunata. Mais ce film, qui était une satire de la société italienne, s'est transformé en une carte postale de la douceur de vivre à Rome. Trois ans plus tard, en 1963, alors que le miracle économique commence à s'essouffler, le giallo, la fille qui en savait trop, rompt définitivement avec cette douceur de vivre. Peu à peu, en Italie, les tensions produites par le miracle économique qui jusque-là avait été contenu explosent. C'est le temps de la contestation sociale et des années dites de plomb. Coïncidant avec cette période de crise, les gialli ont transformé, pour reprendre les termes de Michael J. Coven, la Dolce Vita en la Dolce Morte. Dans La fille qui en savait trop, Nora Davis, une jeune touriste états-unienne, vient à Rome pour y vivre une aventure exotique. Mais un soir, elle assiste en pleine nuit à un meurtre. Ma si guardi intorno un momento. Le sembra un posto dove si pugnalano le donne questo? Venga. Questa è Roma. À partir de cet instant, l'expérience de Rome se fait double pour Nora. À la fois romantique et sombre, la ville se perd d'une étrangeté qui déstabilise son identité. Venga avanti, signorina. Non abbia paura. Venga, prego. Deve arrivare fino in fondo al corridoio. Mi deve scusare se non le vengo incontro, ma purtroppo io non posso camminare. Ancora avanti. Spero che non l'abbia seguita nessuno, come le ho raccomandato. Bisogna essere prudenti, molto prudenti, soprattutto quando si è visto troppo e il proprio nome comincia con D. Il en est de même pour l'écrivain de L'oiseau au plumage de cristal. Venu en Italie pour trouver l'inspiration, Sam Dalmas s'apprête à retourner aux États-Unis.
La prima cosa che faccio in America è di cercare un amico, per ringraziarlo. Stavo passando una crisi, non scrivevo una riga da mesi. Vai in Italia, mi dice lui con voce sognante. Hai bisogno di pace, di tranquillità. È il tuo paese, il paese della poesia. Non succede mai niente in Italia. Mais il devient malgré lui le témoin d'une tentative de meurtre, ce qui l'oblige à rester sur le sol italien. Non parte. È un testimone troppo importante. Comme Nora, Sam Dalmas découvre à partir de ce moment une Rome de plus en plus violente. Le giallo ne cesse donc de subvertir l'Italie des brochures touristiques. Elle y est souvent rendue méconnaissable, tant ses films ne cessent d'offrir des visions paranoïaques, aliénantes, oppressantes, chaotiques et tentaculaires, des espaces urbains qui ont muté dans l'après-guerre. Du fait notamment des migrations internes du sud vers les villes industrielles du nord. En 1951, l'Italie comptait 26 villes de plus de 100 000 habitants et en 1971, 45. Entre 1951 et 1971, Turin voit sa population exploser, passant d'environ 720 000 à près de 1 170 000 habitants. Dans la même période, Milan voit sa population augmenter de près de 500 000 habitants. Pour Andrea Bini, le giallo dépeint les craintes des Italiens dont les villes et les communautés ont connu une croissance et des changements si rapides qu'elles sont devenues des lieux peu familiers et menaçants. Comme l'explique Alexia Canas, les espaces des gialli ressemblent à des halls d'hôtel où les gens se croisent sans se connaître. le giallo donne en effet à voir un monde moderne marqué par l'instabilité et le flux incessant des gens. Vanno e vengono da tutti i paesi, come in un aeroporto. Sur cet aspect du giallo, Alexia Canas élargit sa métaphore du kaléidoscope qui, selon elle, évoque les conditions déstabilisées et fragmentaires de la vie moderne qui préoccupe ses films. Mais ce monde n'est pas propre à l'Italie. Du fait que ces films étaient souvent des coproductions, ils sortent parfois des frontières italiennes. Ils fournissent ainsi en filigrane un commentaire sur la mondialisation des modes de vie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Eccoci a Barcellona. C'est d'ailleurs ce que suggère un dialogue de chat rouge dans un labyrinthe de verre. Ah, guarda, è lì che andavo a scuola. Lì, dove adesso c'è quella banca. Finiscila, Romy, non ne posso più. Dove abitavi hanno fatto un albergo. Dove andavi a giocare c'è un posteggio a pagamento. È tutto il viaggio che mi tormenti con queste storie. Ma cerca di essere un po' più originale, Guarda per caso, che bello. Beh, credevo ti interessasse vedere dove sono vissuto. Sì. Loin de l'agitation de la ville, un film tel que La Baie sanglante prend un tout autre cadre pour évoquer les tensions qui entourent la modernité, celui de la ruralité. Mi sembra immorale lasciare che la baia venga sommersa da un groviglio di vegetazione, quando invece si potrebbe... Sommergerla con colate di cemento e fognature? No. Racontant une machination criminelle mise au point par un agent immobilier qui souhaite transformer une baie en un lieu touristique,
La Baie sanglante a entraîné derrière lui d'autres films qui utilisent le cadre rural pour évoquer le conflit entre modernité et tradition. Dès son générique d'ouverture, La longue nuit de l'exorcisme met en scène ce conflit par l'image de la ruralité du Sud, transpercée par un pont autoroutier. Si dans ce film, le Sud apparaît comme un monde arriéré en proie à un catholicisme rigoriste et à la superstition, sa représentation tend dans le même temps un miroir à l'Italie industrielle. Les gens du Nord y sont dépeints comme indifférents à l'égard des problèmes du Sud, reflétant ainsi le mépris du Nord pour l'Italie méridionale. D'autres gialli, à l'instar de La maison aux fenêtres qui rit ou de Terreur sur la lagune, évoquent également des mondes ruraux séculaires déstabilisés par l'arrivée de personnages issus du monde urbain. È stata strangolata come quella ragazza. Si ricorda, padre? Si chiamava Andreani, mi pare. Fu l'ultimo caso di omicidio, tanti anni fa, e non trovarono mai l'assassino. Saltucci? Sì, maresciallo. Telefona a Venezia al procuratore. Subito, maresciallo. E fa avvertire anche la mortuaria. Bene. Le monde moderne dans le giallo met en crise de regard. C'est pourquoi après 1966, nombreux sont les gialli à s'inscrire dans le sillage du film Blow Up de Michelangelo Antonioni, qui raconte la mise en crise du regard d'un photographe. Dans Blow Up, Thomas, un photographe, croit voir sur des clichés qu'il a pris une scène de meurtre. Mais à aucun moment, le film n'apporte de résolution à cette intrigue criminelle. Son intérêt se situe plutôt dans la trajectoire de ce photographe qui fait l'expérience d'un monde moderne où le réel ne cesse de se désintégrer. Sorti en 1975, le giallo de Dario Argento, Les frissons de l'angoisse, est un clin d'œil direct au film d'Antonioni. À l'instar du photographe de Blow Up, le personnage des frissons de l'angoisse est trompé par ce qu'il voit. Comme dans Blow Up, les gialli montrent ainsi l'impossibilité à saisir le monde moderne et à injecter un sens à ce que l'on voit. Stefano. Si vedono un braccio e una mano. È un po' mossa, ma si distingue chiaramente. È come se qualcuno avesse spinto quel poraccio sotto al treno. Maniant les ruptures, les effets de distorsion, les textures, les points de vue, les confusions aussi bien spatiales que temporelles, les gialli invitent à expérimenter le sentiment de déstabilisation que semble provoquer ce monde. Pas étonnant à ce que le giallo emprunte autant au roman policier qui est apparu au XIXe siècle. Une période de forte transformation liée à la révolution industrielle, dont l'urbanisation des villes. Avec ces détectives dont le regard parvient à déchiffrer la ville urbaine et donc à la contrôler, cette littérature apportait un peu de réconfort face aux angoisses générées par ce monde en mutation. En Italie, le roman policier commence son essor par l'intermédiaire de la collection Il Giallo Mondadori dès 1929, sous le règne fasciste. Mais selon Luc Boltanski, l'état autoritaire est peu propice au développement du roman policier. Il explique. Sa volonté de mettre en forme la réalité, et surtout d'en contrôler étroitement la représentation, atteint un point limite où il ne devient plus possible de se livrer à ces jeux littéraires subtils consistant à mettre en crise la réalité. Rapidement, le gouvernement fasciste impose des conditions à la production de gialli. Au moins 15% des écrivains doivent être italiens, aucune histoire ne doit se dérouler en Italie, et aucun criminel ne doit être italien. Interdiction aussi de laisser les criminels se suicider. Ceux-ci ne doivent pas échapper à la justice. Mais en dépit de toutes ces restrictions,
le régime finit par interdire en 1941 la production de gialli, jugée trop subversif. S'inspirant de cette littérature censurée puis interdite, le filone du giallo est un contre-pied au fascisme et à sa volonté de contrôler les représentations du réel. C'est ce que dit en filigrane l'image finale de 6 femmes pour l'assassin. S'achevant sur un téléphone rouge qui se balance dans le vide, ce film a été vu par le critique britannique John Peter Dyer comme annonciateur d'un cinéma des téléphones rouges, faisant par la référence au cinéma dit des téléphones blancs. Produit pendant l'ère fasciste, les téléphones blancs, Telefoni bianchi en italien, étaient des films légers qui mettaient en scène les marivaudages des petits et grands bourgeois. Lei vorrebbe farmi credere che è salito su questo piroscafo per me. No. Sì. Ce cinéma d'évasion sans aspérité ni contradiction diffusait l'image d'une nation où tout semblait aller pour le mieux. Avec cette scène finale cristallisant l'image d'une bourgeoisie décadente qui s'entre-déchire, Alice Laguarda suggère que 6 femmes pour l'assassin rompt avec ce genre d'imagerie euphorique. Que nous dit le dernier plan de 6 femmes pour l'assassin? Que le temps du mirage et du mensonge est terminé, que l'on est passé du tout va bien au rien ne va plus. Montrant une autre image de la modernité, le giallo a ainsi une fonction de contre-récit. Comme les téléphones blancs, les gialli se plaisent à enregistrer dans une esthétique sirupeuse digne d'un roman photo la nouvelle bourgeoisie qui a émergé avec le miracle économique. Mais ces films finissent toujours par dépasser cette esthétique afin de révéler un autre visage de cette bourgeoisie. Ah, con tutti quei soldi adesso ce la godremo finalmente. Dobbiamo proprio ammetterlo, tesoro. Siamo in gamba noi due. Veramente io sono in gamba, perché oltre al denaro ho un alibi. Che cosa vuoi dire? Smettila, mi fai male. Devi imparare ad essere gentile con me, molto gentile. E non solo perché i soldi li ho io, ma anche perché so che hai fatto fuori 2 persone. Pour reprendre les mots d'Alice Laguarda, le monde bourgeois n'apparaît plus que comme un réservoir de pulsions meurtrières de refoulés et de névroses. Dans certains films, la nouvelle bourgeoisie se confronte au monde plus ancien de l'aristocratie. Dans la veine de Luchino Visconti, mais de manière plus caricaturale, ces gialli montrent une aristocratie sur le déclin, flirtant avec le grotesque, et menacée d'extinction par cette nouvelle bourgeoisie, mais également la contre-culture. Profitant de la libération sexuelle, le giallo explore les possibilités de monstration érotique dans lesquelles il se complaise, tout en présentant ses attitudes, l'amour libre ou le lesbianisme par exemple, comme décadentes ou corrompues. Mauro Giori écrit: ils ont été influencés par les films les plus violents sur la révolution sexuelle avec lesquels ils partagent une double morale, capable à la fois d'exploiter la liberté sexuelle et de lui reprocher d'être la prémisse du crime.
En effet, selon Richard Dyer, les victimes de la plupart des djallis sont des ennemis de la famille, qui menacent de créer un monde alternatif non fondé sur le mariage et la famille. Dans Nu pour l'assassin, les victimes du tueur sont successivement un gynécologue qui a pratiqué un avortement clandestin ayant entraîné la mort d'une femme, un photographe de mode homosexuel, un mari impuissant et 3 femmes bisexuelles. Dans le giallo, la modernité est en effet associée à de nouvelles normes qui transgressent et menacent les normes hégémoniques. Il témoigne notamment d'une société en mutation où les frontières établies du genre sont questionnées par le biais du whodunit. Dans L'oiseau au plumage de cristal, Sam Dalmas cherche à tout prix la pièce manquante qui lui permettra de reconstituer le puzzle de la scène de crime à laquelle il a assisté. E allora? E allora niente. Ci ho pensato e ripensato. Proprio niente. Mais c'est seulement à la toute fin, quand l'identité de l'assassin est révélée, que Sam Dalmas en est capable. Eri tu. Dans un monde dont les normes ne cessent de changer, Sam Dalmas ne pouvait deviner que l'assassin était une femme. Ora mi ricordo. Ma sì, eri tu che avevi in mano il coltello! Tu che cercavi di uccidere tuo marito e lui si difendeva! Vedo tutto chiaro! Il porco di mio padre! Mi ha fatto soffrire! Même si dans le giallo les tueuses sont rares, elles peuvent trahir, selon Andrea Bini, une anxiété profonde du public italien face à l'indépendance croissante des femmes dans la société, liée à l'évolution des mœurs sexuelles, l'arrivée de la pilule, la loi sur le divorce et la montée des mouvements féministes radicaux. Pour autant, L'oiseau au plumage de cristal peut également se prêter à une lecture contre-hégémonique. Si Monica Ranieri tue, c'est parce qu'elle a fait l'expérience de l'oppression des femmes. 10 anni fa, Monica Ranieri, un soggetto nato certamente con tendenze paranoiche, fu aggredita e certamente in quell'occasione subì un trauma. Tu e tutte le donne. Voi volete dominare il mondo e cominciate già a rendervi autosufficienti. Le giallo exprime donc un malaise généralisé à l'égard de l'évolution des rôles des femmes. Mais les femmes dans le giallo ne peuvent pas non plus se fier aux apparences. Come mai non l'avete ancora ammazzata? Non fu possibile, jefe. C'è stato il portiere qui fuori fino a un momento fa. Les amants ou maris dévoués révèlent parfois un tout autre visage. Oh, mi scusi, ho sbagliato. Le malaise s'exprime aussi à l'endroit des personnes queer, dont l'omniprésence dans le giallo coïncide, comme l'explique Mauro Giori, avec l'apparition de mouvements LGBT en Italie, fondés sur la nécessité de rendre public une partie de la société qui jusqu'alors n'avait existé que dans la clandestinité. Leur omniprésence reste néanmoins cantonnée à la marginalité et leur représentation n'est pas dépourvue de stéréotypes. La folle qui sert de ressort comique. Ah, voi eterosessuali. Immagino che lei non avrà mai avuto esperienze omosessuali. Non sono ferrato in materia. Ah no? Anche noi siamo uomini, soltanto di una specie un pochino diversa. Nulla di strano che un tale maniaco sia un pervertito sessuale. L'amalgame entre homosexualité et criminalité, voire pédophilie. Sandro Lorrani, 31 anni, esibizionista, 8 condanne. Mario Zandri, 66 anni, sodomita. Giacomo Rossi, 50 anni, 3 condanne per corruzione di minorenni. La lesbienne prédatrice. La scène de sexe lesbien venant satisfaire la scopophilie masculine. Ou encore la pathologisation de la transidentité.
Mais à nouveau, l'ambivalence intrinsèque à ces films rend possible des lectures contre-hégémoniques. Par exemple, Michael Mackenzie voit dans Photo interdite d'une bourgeoise un sous-texte qui subvertit l'hétéronormativité. Dans ce film, une relation faite de séduction se noue entre Minou, une femme frustrée sexuellement, et Dominique, une bisexuelle affirmée. Come ti sembro? Bella, chi te l'ha fatti? Un fotografo, uno nuovo. Certo che esisteva. Puis Minou comprend que son mari a comploté contre elle. Io ho diretto ogni sua mossa, ogni sua parola, per farti impazzire e perché ti spingesse al suicidio. Et celui-ci est tué par la police. Perché non andiamo a casa mia? Ho della roba venuta da Copenaghen da farti vedere. Enfin, Minou, transformée, retrouve Dominique. Épanouie et lumineuse, elle s'apprête à vivre une nouvelle vie ensemble. Selon Michael Mackenzie, Photo interdite d'une bourgeoise reprend une fin similaire à La queue du scorpion ou à L'étrange vice de Madame Ward, mais on détourne le code hétéronormatif. Lei mi ha salvato la vita, ma io mi sento morta lo stesso. Riuscirà a dimenticare tutto. Non c'è miglior medico del tempo. Julie. Pour élargir encore une fois les métaphores d'Alexia Canas, le giallo est un kaléidoscope d'ambiguïté, de contradictions et de tensions. Mais plutôt que de les réconcilier, il met en scène leur affrontement. L'uomo è diverso dalla donna. Le donne sono delicate. Sono fragili. Dans le monde moderne du giallo, les normes ne cessent de changer et l'ordre apparent de ce monde peut basculer à tout moment. Incapables de comprendre les logiques qui régissent ce monde, les individus du giallo se retrouvent déstabilisés. Souvent, la résolution de l'énigme ne fournit pas de restauration de l'ordre et les films ont tendance à s'achever sur un sentiment d'irrésolution, voire de vide. En effet, la révélation de l'identité de l'assassin n'apporte pas plus de sens, car leur motivation reste en partie insondable, enfuie dans un traumatisme du passé. Très implicitement, ces traumatismes permettent d'explorer le passé de l'Italie. Comme l'explique Michael J. Coven, si les traumatismes passés vécus par les tueurs de ces films l'ont été pendant l'enfance, ou par leurs parents, en faisant le calcul, nous constatons qu'il s'agit de traumatismes survenus pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime fasciste de Mussolini. Ce que veut dire par là Michael J. Coven, c'est que les motivations des assassins révélées lors de flashbacks sont généralement des prétextes. Fece un volo che sembrava senza fine. E poi l'urto. Quel rumore sordo, quando si sfracellò sulle rocce. Il suo sangue schizzato dappertutto. Le véritable traumatisme est celui de l'ère fasciste et de la Seconde Guerre mondiale. C'est le retour du refoulé. Car pendant que l'Italie se modernisait, son passé, lui, était subrepticement mis sous le tapis. En effet, le 30 avril 1945, quelques jours après la libération de l'Italie et l'exécution de Benito Mussolini, le journal de la démocratie chrétienne, Il Popolo, enjoint à l'oubli. Personne ne peut vouloir que le bain de sang se prolonge au-delà de cette guerre civile. Personne ne peut vouloir que le spectacle d'admonestation de ceux qui ont enfin payé pour leurs crimes devienne un spectacle répugnant. Et maintenant, nous avons la force d'oublier. Oublier le plus vite possible. L'oubli était nécessaire à la reconstruction du pays. Tony Judd explique. Sans cette amnésie collective, l'étonnant redressement de l'Europe d'après-guerre n'aurait pas été possible.
Dans les circonstances de 1945, dans un continent couvert de décombres, il y avait beaucoup à gagner à se comporter comme si le passé était bel et bien mort et enterré, et qu'une nouvelle ère était sur le point de commencer. En Italie, la reconstruction a notamment passé sous silence les profondes divisions de la guerre civile de 1943 à 1945 qui a vu s'opposer fascistes et partisans. Ces schismes refoulés ressurgissent lors des années de plomb, une période de forte violence politique durant laquelle les formes de mémorialisation du passé sont sujets de conflit. Comme pour mieux saisir ce présent, le cinéma se met à explorer le passé. Vi siete mai domandato, clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno. Per soldi, quasi tutti. Per fede fascista pochissimo. Voi no. Voi non siete spinto da nessuno di questi motivi. Côté Gialli, le film Pensione Paura, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, fait allusion à l'épuration qui a visé les fascistes au sortir de la guerre. Mais les Gialli sont surtout des films contemporains. C'est donc plutôt par interstice, au détour d'un décor, ou d'un dialogue, que ces films évoquent la mémoire du fascisme et de la Seconde Guerre mondiale. Cosa dice? Gli ultimi turisti che sono venuti qua sono stati quei maiali dei tedeschi nel 40? Solmi mi ha detto che lei è arrivato qui durante la guerra. Esatto. Prima la chiesa era un rifugio delle SS, poi un deposito di carri da morto. Dans la maison aux fenêtres qui rit, Stefano vient restaurer la fresque de l'église d'un village arrêté dans le temps. Peu à peu, la restauration révèle d'autres couches, et par là, les traumatismes du passé. Come vanno le analisi? En parallèle, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale refait surface à travers les difficultés rencontrées par le village. In questo fiume le anguille non torneranno più. Ci sono più residuati bellici qui che nei magazzini della Cru. Austin Fisher a néanmoins relevé quelques rares gialli qui montrent explicitement le poids du passé sur le présent dans le motif du traumatisme. Ainsi, dans le film Dans les replis de la chair, le traumatisme original de Lucille est révélé lors d'un flashback où elle se rappelle avoir été forcée de regarder sa mère et sa sœur exécutées dans une chambre à gaz. Le manoir aux filles et Il gâteau dagli occhi di Giada font également référence au crime nazi. Dans Il gâteau dagli occhi di Giada, le chat aux yeux de jade en français, un homme reçoit d'étranges coups de téléphone. À l'autre bout du fil, quelqu'un passe une bande sonore sur laquelle sont perceptibles des aboiements de chiens et des cris d'agonie. Ma chi parla? Ma insomma, chi è l'apparecchio? Puis le film révèle que les victimes du tueur sont des collaborateurs nazis et que la bande sonore était en fait un enregistrement pris dans un camp de concentration. Ma che senso ha? Una vendetta dopo 30 anni? Lei non può capire. Non è facile dimenticare per chi ha avuto la famiglia distrutta. Non è bastata la fine della guerra per cancellare il ricordo della morte. Cette enquête sur le giallo s'achève. Riche, multiple, infini, le giallo comme le kaléidoscope reste assez insaisissable en tant que catégorie cinématographique, mais aussi en tant qu'objet politique. Et cette enquête, à l'image du giallo, est forcément fragmentaire, donc partielle. Mais en dépliant ces images, il est possible de saisir certains de ces soubassements et d'en tirer une radiographie de l'Italie. Car en filigrane, le giallo révèle une société italienne ambivalente à l'égard de la modernité survenue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est difficile de savoir exactement quel public touchait ces films.
S'inspirant des travaux de Christopher Wagstaff sur le western spaghetti, Michael J. Coven affirme que les gialli étaient diffusés dans les cinémas de 3e catégorie, la terza visione. Situés dans les zones rurales ou en périphérie des villes, ces cinémas étaient fréquentés par les classes populaires. Mais des recherches plus récentes menées par Andreas Ehrenreich ont montré que certains gialli, notamment ceux de Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci, Sergio Martino ou encore Luciano Ercoli avaient été diffusés dans des salles de première catégorie, la prima visione. Situées dans les 16 grandes villes d'Italie, elles étaient davantage fréquentées par un public urbain et aisé. Difficile donc de définir le public du giallo. Mais quoi qu'il en soit, ces films intrinsèquement ambivalents à l'égard de la modernité ont peut-être permis au public italien de l'époque qui allait les voir de résoudre les tensions et les ambiguïtés propres à la modernité et d'assimiler ainsi des changements de valeurs.